cette quatrième partie, on va aborder un peu les nouvelles essences. On parle beaucoup d'essences exotiques, mais aussi d'essences méridionales. Donc cette partie va leur être consacrée. Le sommaire de cette partie, donc on va revenir rapidement sur quelques nouvelles définitions. Puis ensuite, on présentera une liste d'essences exotiques méridionales avec ma collègue Agathe. Et puis on aura aussi une phase de questions-réponses pour terminer. Petit retour sur la définition des essences exotiques ou allochtones. Je m'attarde pas plus, mais voilà, essence introduite hors de son aire de distribution naturelle. Et donc là, quelques exemples d'essences donc exotiques. On va aussi parler un peu d'essences méridionales, donc qui sont en fin de compte des essences dont l'aire d'origine est située au sud d'un point de référence. Donc là, notre point de référence étant l'Alsace. Voilà, par exemple, le pain maritime, on peut parler d'essences exotiques, mais aussi d'essences méridionales, puisque il est présent donc dans le sud-ouest de la France, ou encore le pain laricio de Corse. On peut aussi parler d'essences atypiques indigènes. Donc là, c'est un petit aparté sur le chêne pubescent, dont l'aire naturelle, l'Alsace fait partie de son aire naturelle de répartition. Donc, ça fait plusieurs millénaires qu'il est déjà présent, même si c'est en petite quantité. Il y a peu de peuplement comportant du chêne pubescent, mais voilà un peu pour la petite anecdote, on a retrouvé dans une flore d'Alsace de 1982 une preuve de présence de chêne pubescent en Alsace, et donc notamment sur les terrasses diluviennes de la Hart, collines calcaires de Bouchard et Romanesvillers, et dans le Jura alsacien aussi. On parle souvent d'essences exotiques, méridionales, mais au final certaines sont déjà naturalisées aussi, ont toujours été présentes. Donc ici un petit portfolio des essences que je vais parler par la suite. Donc on va revenir sur le sapin de Bormuller, le pain noir d'Autriche, pain maritime, pain de Salzmann pour les résineux, et sur les feuillus je vous présenterai le noisetier de Byzance et le chêne chevelu. Ça vous permet de mettre des images derrière ces noms d'essences. Donc sur ce tableau un peu récapitulatif, vous avez les différentes essences par ligne et certaines caractéristiques. Donc au niveau de la région d'origine, on peut voir que c'est des essences exotiques ou plutôt méridionales, comme le pain de Salzmann déjà présent dans le sud de la France, le pain maritime pareil sud-ouest de la France, et des essences un peu plus exotiques, le sapin de Bormuller, aussi appelé donc sapin de Turquie, et son aire de distribution naturelle c'est le nord de la Turquie, ou encore le chêne chevelu qui vient des Balkans, et vous avez les autres régions d'origine qui vous sont affichées. Donc ce qu'on a voulu faire avec ce tableau, c'est revenir sur les points importants de pourquoi ces essences exotiques et méridionales ont des avantages face au changement climatique, et aussi les points d'attention. Donc par exemple la sensibilité au gel, puisque c'est des essences certaines méridionales, ce point-là qui est important à prendre en compte. Par exemple le pain maritime ou encore le pain de Salzmann et le chêne chevelu sont des essences qui sont au gel, que ça soit plutôt tardif ou précoce. Donc si on les installe sur nos territoires, donc en Alsace, il va falloir faire attention un peu à ce point-là, et à quel point les températures sont négatives, donc l'amplitude de la négativité, mais aussi de le nombre de jours de gel qui va pouvoir un peu conditionner la possible adaptation de cette essence à notre climat local. Donc un autre point, la sensibilité à la sécheresse, que bien sûr si on veut essayer d'apporter de nouvelles essences, de faire de la migration assistée, c'est pour aussi avoir un nouveau pool d'essence qui est intéressante vis-à-vis du changement climatique, des sécheresses qui sont de plus en plus accrues ces dernières années. Donc toutes ces essences-là, elles ne sont pas sensibles à la sécheresse, chose étant égale par ailleurs. Et l'autre point qu'on trouve intéressant, donc c'est la sensibilité à l'engorgement, donc taux permanent, puisqu'étant des essences plus méridionales, on peut s'attendre en effet qu'une humidité trop importante dans le sol peut être un problème. Et donc en effet sur ces essences-là, à part le chêne chevelu qui est moins sensible à l'engorgement permanent, ces autres essences le sont. C'est aussi un point important à prendre en compte lors de l'établissement de ces essences dans nos territoires. C'est un peu les trois critères qu'on voulait présenter sur ces essences exotiques méridionales, mais comme ça a déjà été dit tout au long de ce webinaire, il y a beaucoup d'autres caractéristiques à prendre en compte. On veut tenter une nouvelle essence, donc toutes les caractéristiques de la station qui sont importantes à prendre en compte, et aussi des modes de
plantations, dans le cadre d'une plantation qui seront à mettre en place. Donc, je vais revenir sur quelques petits points intéressants sur chacune de ces essences. Donc un point aussi sur le pain maritime, qui est une essence qu'on trouve donc sur la façade atlantique et les façades donc océaniques. C'est donc une essence qui a besoin d'une légère humidité atmosphérique. Pas une essence qu'on va pouvoir placer sur des versants sud, par exemple. C'est pas ce qui est recommandé pour le pain maritime. Au niveau des débouchés, c'est aussi intéressant de mettre en avant que ces essences-là, elles ont déjà des possibilités de débouchés qui sont connus, donc que ce soit dans leur région ou pays d'origine. Donc on en a listé un certain nombre, vous pouvez voir dans ce tableau. Et pour revenir un peu sur certains points, donc par exemple le pain maritime, il y a déjà toute une industrie qui est développée dans le sud-ouest, donc on peut très bien imaginer de transposer ça dans nos régions. Et c'est la même chose voilà pour un peu toutes ces essences qui sont utilisées ailleurs et qui peuvent très bien l'être ici aussi. Au niveau de l'utilisation du chêne chevelu, donc, contrairement aux autres chênes, chêne pédonculé, chêne sicile, c'est un chêne qui a une moins bonne qualité de bois, donc qui est souvent plutôt utilisé pour faire du bois de chauffage ou pour d'autres utilisations moins nobles que celles qu'on connaît pour le chêne sicile et le chêne pédonculé. Un dernier point sur les essences donc de pain noir. Donc le pain de Salzmann est un pain noir et donc le pain noir d'Autriche aussi. Ce sont des pains qui s'hybrident très facilement. On a parlé plusieurs fois aujourd'hui d'hybridation. Donc c'est des pains qui lorsqu'on les installe, c'est important de faire attention s'il y a déjà des peuplements de pain noir installés et d'éviter donc de planter par exemple du pain de Salzmann proche d'un peuplement de pain noir d'Autriche ou autre pour éviter des hybridations et donc du coup de la pollution génétique. Il faut savoir que le pain de Salzmann, c'est un pain qui est présent dans le sud de la France, dans le Gard et dans l'Hérault, et qui est en partie en voie de disparition du fait de sa grande capacité à s'hybrider. Et donc des peuplements purs de pain de Salzmann sont assez rares en France et même dans le sud de la France. Et aussi pour le sapin de Born-Müller, il y a aussi cette thématique de l'hybridation qui peut poser problème. Le sapin de Born-Müller, il peut s'hybrider donc avec des sapins déjà présents en Alsace. Pareillement, il faut éviter d'installer des peuplements de sapins de Born-Müller proches d'autres peuplements de sapins indigènes pour éviter toutes ces pollutions génétiques. Pour finir sur le noisetier de Byzance, qui est plutôt une essence ornementale, un arbre qui est très beau et qui est souvent utilisé donc pour faire des haies ou alors en alignement dans le milieu urbain. Le bois du noisetier de Byzance est rouge. Il est plutôt utilisé au niveau des débouchés sur des marchés de niche, de l'ameublement, de l'ébénisterie, plutôt pour faire des bois décoratifs, mais c'est aussi donc un noisetier qui est intéressant pour la trufficulture. Je vais passer la parole à ma collègue Agathe. Dans cette deuxième partie, je vais vous proposer encore d'autres essences. D'abord quelques images pour que vous puissiez vous visualiser un peu les essences dont je vais parler. Le cèdre de l'Atlas, là, vous avez ses feuilles, ses aiguilles en écorce. Le sapin de Céphalonie, avec ses aiguilles disposées en écouvillon et son cône cylindrique. Là, le pin laricio de Corse et son cousin, le pin laricio de Calabre. Concernant ces deux derniers, il faut rester vigilant, car même s'il semble pas y avoir trop de cas dans le contexte pour l'instant, là où ces derniers sont plus présents, ils sont régulièrement victimes d'un champignon foliaire nommé la maladie des bornes rouges, provoque des dépérissements. Là, il y a une photo pour que vous ayez une idée, voilà, rougie. Voilà un tableau qui permet de les comparer. Tout d'abord, le cèdre de l'Atlas, qui est origine des montagnes au nord du Maroc et de l'Algérie. Donc il a été introduit en France et il s'est bien adapté à l'étage bioclimatique du chêne pubescent. Il est réussi sur les éboulis calcaires, mais craint les sols hydromorphes, argileux, compacts, mouilleux. Le cèdre de l'Atlas produit un excellent bois d'œuvre de couleur rouge. Il est apprécié en charpente et particulièrement adapté aux usages extérieurs tels que le bardage, grâce à la grande durabilité de son bois de cœur qui rend inutile tout traitement. Il est intéressant de noter que les fiches techniques de l'essence font mention de son intolérance à l'humidité atmosphérique. Deuxièmement, le sapin de Céphalonie, ou sapin de Grèce, est connu pour avoir une croissance très lente, mais un bois de qualité semblable ou supérieure au bois de sapin pétiné. C'est un bois tendre de bonne qualité, utilisé pour les charpentes, la menuiserie ainsi que la pâte à papier. Ses besoins en eau sont assez faibles, entre 700 et 1200 mm de pluie par an. Les pins noirs, quant à eux. Le pin laricio de Calabre et celui de Corse. Malgré leur lien de parenté, ils ont des différences notables, à savoir que le pin
pin l'Aricio de Corse existe depuis longtemps en Alsace, contrairement à son cousin qui est beaucoup plus rare en France, dans le centre un petit peu. Sa qualité de bois d'œuvre, du pin l'Aricio de Corse, est meilleure que celle provenant du pin l'Aricio de Calabre. Cependant, ce dernier, le pin l'Aricio de Calabre, supporte mieux le calcaire et le très acide que son cousin. Le bois du pin l'Aricio de Calabre peut servir en menuiserie, charpente, poteau ou trituration. Il est intéressant de noter que seuls les pins l'Aricio ne sont pas sensibles aux gelées précoces et tardives et que les 4 essences que je viens de présenter à l'instant supportent assez bien la sécheresse mais sont sensibles à l'excès d'eau. Voilà pour les essences résineuses. En voici 3 feuillus. D'abord le cormier que vous voyez ici avec ses feuilles et ses fruits, les cornes. Le chêne pubescent avec ses feuilles aussi et le chêne zéen. Le cormier est une essence qui est presque oubliée et pourtant pleine de potentiel. Elle fut souvent cultivée autrefois et notamment en Alsace. Par ailleurs, on retrouve un très vieux spécimen à Marmoutier avec une circonférence de 3,10 m à 65 cm du sol. Le cormier est utilisé en agroforesterie. Il est à la fois un bois de qualité mais aussi mellifère, une production de fruits comestibles avec lesquels on peut réaliser une eau de vie fine. Du fait de manque d'informations sur la diversité génétique du cormier en France, une seule région de provenance a été créée et couvre la totalité du territoire métropolitain. Il a une large amplitude, supporte le calcaire, l'acide, du chaud et du sec, mais aussi de l'humide et du froid. Certains ont même été plantés à Saint-Pétersbourg. Il peut supporter une pluviométrie de seulement 600 mm par an. Ensuite, le chêne pubescent. Il est présent en France, il pousse doucement, mais offre un bois de bonne qualité au niveau mécanique, au niveau résistance. Les bois de meilleure qualité pour le chêne pubescent peuvent produire des plaquages ou sont destinés à l'ébénisterie, la menuiserie, la tonnellerie et la parquetterie. Ils supportent les sols calcaires et une pluviométrie extrême de seulement 500 à 1200 mm de pluie par an. Attention tout de même, des sécheresses extrêmes et répétées laissent tout de même des traces dans son bois. Il est présent plus ou moins ponctuellement dans plus de la moitié des régions françaises. Pour finir, avec un chêne que l'on connaît peu, le chêne zéen. Malgré son nom latin, ne provient pas des îles Canaries, mais il est origine du sud du Portugal, de l'Espagne, de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. Son bois n'est pas bien connu, et selon une étude réalisée en Algérie, sa qualité serait sous-estimée en raison d'accroissements irréguliers dû à un manque de gestion. Cette étude dit également que bien que le bois soit dense et se caractérise par un fort retrait axial, ce qui est un désavantage, il peut fournir un bois de qualité destiné à l'ébénisterie, la parquetterie et l'artisanat. Cette essence n'est pas présente en forêt française, mais elle est actuellement étudiée comme essence méditerranéenne, pouvant supporter la sécheresse par agroparité. Pour information, cette essence représente plus de 20 000 hectares en Tunisie, mais n'est pas encore disponible en pépinière. Même si la recherche avance et que certaines essences se dégagent de l'inconnu, de nombreuses autres pourraient être candidates à être testées dans le Grand Est. Le champ des possibles reste ouvert. Je tiens à préciser que les listes qu'on a proposées aujourd'hui avec Camille sont des listes non exhaustives. Toutes les essences sont dans les listes MFR, sauf pour le noisetier de Byzance et le chêne zéen. Les nouvelles essences exotiques et méridionales doivent être plus étudiées. Nous n'avons pas toujours le recul pour certaines d'entre elles et la recherche doit nous appuyer dans les choix pour le futur. Tandis que pour d'autres, tels que le pin noir d'Autriche, les pins l'Aricio de Corse et le cormier, font déjà partie de nos paysages. Voilà pour cette partie. Vous avez les sources, les bibliographies. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole. Merci Agathe. Prendre un peu les questions. Donc, est-ce qu'il y a des incitations à tester ces essences exotiques ou attendre de retour d'expérience? Des incitations, donc c'est vrai que dans les nouveaux programmes de subventions, donc il y a ces nouvelles essences qui ont été ajoutées aux listes des possibilités. Donc il y a un peu cette incitation-là, même si dans ces listes, il y a toujours les essences plus classiques qui ont été présentées un peu plus tôt au niveau du webinaire. Après, nous, ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est vrai que ces essences exotiques, il faut pas forcément les planter sur des hectares et des hectares en monospécifique, mais ça peut être intéressant, voilà, que des propriétaires fassent un peu leur petite expérience aussi de leur côté et installent ces essences et qu'elles puissent aussi derrière être suivies. Donc des fois, il y a des programmes de suivi, par exemple avec le CRPF. Mais voilà, il n'y a pas d'incitation plus officielle que ça, mais peut-être un peu une incitation officieuse à un peu rejoindre le mouvement de quel sera le faciès de nos forêts à l'avenir. Une question aussi, ces essences sont disponibles donc par les coopératives ou même les pépinières. J'ai discuté avec Madame Pinanger ce matin, que j'avais noté concernant les essences, c'est que pour le cèdre, c'est une essence qui est encore un peu confidentielle. Pour le godet, elle est
pas très répandu, mais on peut s'en fournir. Pour le chêne pubescent, c'est difficile de s'en fournir, mais c'est possible, étant donné que cette année, l'ONF a presque tout commandé au niveau du stock de graines pour sa consommation pour les forêts publiques. Au niveau du chêne chevelu, il y a un seul peuplement porte-graines en France, et donc c'est compliqué au niveau de la récolte. Pour le chêne zéen, c'est pas disponible pour l'instant. Pour les pins laricio de Calabre et de Corse, alors celui de Corse, il est depuis longtemps disponible en pépinière, donc ça, il n'y a pas trop de soucis au niveau de l'approvisionnement. Pour le pin maritime, il y en a très peu dans le Grand Est, il y a des essais qui se font. Parfois, même les grands utilisateurs de cette essence ont un peu des difficultés à se fournir, donc c'est au niveau de la récolte de graines de nouveau qu'il y a des limites, mais on peut s'en fournir. Au niveau du pain noir, c'est une essence qu'on fait depuis longtemps, donc normalement on peut bien s'en fournir, avec des origines qui peuvent manquer, toujours en fonction des années. Au niveau du pain de Salzmann, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans le Grand Est pour l'instant. Le sapin de Born-Müller, il y a des résultats qui sont assez bons avec des reprises, au niveau des reprises, mais pour l'instant on n'a pas trop de recul. Pour le sapin de Grèce, la graine n'était pas disponible pour cette année. La pépinière compte s'en fournir. Pour le cormier, ça, il n'y a pas de souci pour se fournir des plants. Le noisetier de Byzance, il y a des difficultés au niveau des techniques pour faire lever les graines. Donc voilà, il faut faire évoluer avec la recherche. Bon, effectivement, là, il y aura des manques, c'est certain, puisque premièrement, les quantités ont explosé dans certaines essences, donc on n'a pas pu anticiper plus que ça. Et par contre, même ce qu'on a pu anticiper, la demande, elle est quand même forte. Donc, on n'aura pas tout, mais on va essayer de faire au maximum pour que les récoltes se fassent au moins mieux l'automne prochain, qu'on puisse vous répondre l'automne d'après, quoi. Mais il y a eu des gros flops là, même des choses qui étaient présentes cette année en récolte, notamment le chêne rouvre. Il y avait pléthore quand même dans les forêts. Les pépiniéristes ne peuvent plus récolter, donc il n'y a que les marchands de grainiers qui ont droit à la récolte. Mais l'ONF, effectivement, a fait stopper les récoltes de graines alors qu'on était en plein dedans. Il y a plusieurs cas qu'on sait, effectivement, les chantiers qui ont été interrompus. Et aujourd'hui, on est en train de dire il n'y aura pas assez de chêne. Je trouve ça un peu grave que personne aujourd'hui ne veut prendre le risque d'avoir un peu quelque chose de plus. Et si on ne ramasse pas un gland, on n'aura pas de chêne, c'est tout. Mais peut-être qu'on a aussi dévalorisé un peu cette action de ramasser un gland, puisqu'on paye un peu les ramasseurs de glands aussi à coup de trick. Donc automatiquement, c'est pas très incitatif non plus. Donc on n'a pas de perspective en fin de compte à ce niveau-là. Par contre, bien sûr, il y a toujours les problèmes de fructification qui sont pas linéaires. D'une année, il y en a plus, il y en a moins. Et ça, c'est la nature. Mais c'est comme je disais, vous avez une attaque d'insectes, vous avez la chenille, donc il n'y aura pas de fructification derrière et pas de belle récolte. Une question sur où se situe l'unique provenance du cormier. Je viens d'aller revoir sur le site des MFR, donc l'origine des matériels, c'est Languedoc-Roussillon, PACA, Poitou-Charentes et Bourgogne, et avec le nom de matériel de base Belgrade VG. Oui, il y a effectivement un verger à graines qui a été installé, et il y en a sûrement d'autres qui vont être installés puisque il y a ce besoin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on court un peu à gauche, à droite pour trouver du cormier, l'aliser. Il y a quand même des essences qui sont déjà un peu disparates. Il y a quand même pas beaucoup de vrais peuplements, on va dire. Donc, il y a un arbre passé par là, mais donc c'est beaucoup plus difficile à récolter. Ça augmente effectivement au résultat derrière. À partir de quelle valeur parle-t-on de sécheresse pour les arbres en moyenne, car on peut supposer que ça varie selon les espèces. Donc j'ai travaillé sur la sécheresse des arbres il y a longtemps, il y a une trentaine d'années à l'INRA de Nancy. La sève dans l'arbre, elle n'est pas sous pression, elle est sous tension. Et que quand vous coupez un arbre, vous êtes d'un coup pas inondé par de l'eau, mais mis à part peut-être au printemps, à la montée de sève, l'eau est sous tension. Elle a ce qu'on appelle un potentiel hydrique négatif, et ça c'est un peu comme la capillarité, c'est-à-dire que quand vous buvez une boisson avec une paille, vous induisez une dépression et une tension sur la paille qui fait monter la sève. Ce processus est donc physique, et heureusement qu'il est physique, parce que si l'arbre devait dépenser de l'énergie pour monter de l'eau à 30 mètres de haut, il resterait éternellement très maigre. Donc c'est avant tout une loi physique toute bête qui permet de faire monter l'essentiel de l'eau, et après la biologie permet vraiment de le mettre en activité. Si cette colonne d'eau est trop sous tension, à un moment apparaît une bulle d'air. Alexandre en a parlé, ça s'appelle la cavitation, et cette bulle d'air, elle va boucher ce tube, et ce tube va rester définitivement bouché, mais l'eau peut, par des
peut éventuellement faire un évitement par les ponctuations aérolées et rejoindre un autre vaisseau qui n'est pas bouché et continuer à monter. En fait, ce seuil de cavitation, il est très différent d'une espèce à l'autre. L'une des espèces qu'on a évoquées, le cèdre, est quasiment l'arbre qui supporte la tension la plus forte. Pour arriver à faire caviter un cèdre, il faut vraiment que la sécheresse soit extrême. À l'autre extrême, vous avez le peuplier qui a besoin d'eau et si jamais il n'a plus d'eau, il cavite tout de suite et dans la foulée, quasiment il dépérit. Donc il n'y a pas de valeur unique pour les arbres, il y a vraiment des valeurs par espèce, il y a des différences entre résineux feuillus et même dans les feuillus, il y a des différences et dans les résineux, il y a des différences. Un peu plus tôt, on avait évoqué la nuance génétique entre pédonculé et sessile. On avait étudié ça, on avait essayé de trouver une différence de résistance à la sécheresse, avec peut-être l'idée de penser que le pédonculé était plus résistant que le sessile. La différence a été minime. En tout cas, elle n'était pas significative et elle a peut-être rejoint ce qu'a mis en évidence Monsieur Kremer, c'est qu'entre sessile et pédonculé, il y a un sacré méli-mélo génétique qui fait que dans l'anatomie, on n'arrive même pas à mettre en avant des nuances. Que pensez-vous du semi-direct pour certaines essences et notamment les pins? Quelles recommandations feriez-vous pour ce point? Il y a une expérimentation dans la Hart avec les chênes, sur du semis de gland, justement étudier un petit peu les différences entre semer le gland, essayer de l'enfuir quelques centimètres en dessous de la surface de la terre, ou la différence avec des plants. Et pour l'instant, le semis de gland a l'air plutôt pas mal. Je parle sous couvert de Madame Vininger, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on a déjà une certaine tension pour obtenir les graines de certaines essences. Quand on les dissémine comme ça à droite et à gauche, on n'a pas forcément le même taux de réussite que si on mettait la graine directement à germer en conditions favorables, autrement dit en pépinière, et que du coup, je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle, ce soit la meilleure solution. Je suis bien de votre avis, M. Fonfeld. Effectivement, je crois que les graines sont déjà relativement rares en ce moment, donc autant essayer de valoriser quand même, d'avoir le meilleur rapport graines-plants. C'est pas avec un semi-direct qu'on va l'obtenir. Dans les années 80, il y a eu beaucoup d'essais de plantation de pins laricio de Corse, en région centre, par le Fonds forestier national sur des terres agricoles. Avez-vous eu des cas de plantation en Alsace? À ma connaissance, non. Malheureusement, non, j'ai pas de retour quant à ces plantations. Je confirme aussi, pour avoir été un peu en région centre, effectivement, il y a beaucoup de forêts, de jeunes forêts de pins laricio, mais qu'on ne trouve pas du tout dans le nord-est. On trouve éventuellement du pin laricio plus âgé, qui a plutôt une centaine d'années quasiment. Voilà, c'est ça. Ou alors juste 10 ans, voilà. Mais il n'y a pas cette période des années 80, dans le massif vosgien ou dans le nord-est, comme on a pu avoir dans d'autres régions françaises où le pin laricio est... Une dernière question. Dans le centre, sur terres agricoles, de pointent beaucoup d'arbres fourchus et de maladies des bandes rouges. Merci pour votre information.